Situation sécuritaire dans l'est du pays, on en parle encore une fois de plus puisque ça reste préoccupant. Eh bien, cette fois, nous allons essayer de parler du balai diplomatique auquel nous assistons actuellement. Le chef de l'État est parti d'un pays à un autre. On va essayer de comprendre justement l'objectif poursuivi à travers ce balai diplomatique. Et c'est avec justement Henri Désiré Nzouzi, producteur associé du JT diplomatique et expert en politique étrangère, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir, Christian. Merci Henri de nous faire encore une fois de plus cet honneur. Alors j'aimerais avoir d'entrée de jeu les nouvelles du JT diplomatique. Vous vous êtes certainement réunis au courant de cette semaine. Oui, comme tous les mois, en fait, nous réunissons les acteurs de la vie internationale, mais aussi des entrepreneurs, des représentants du monde associatif, des entrepreneurs, etc. Donc pour pouvoir réseauter, pour essayer de se connecter les uns aux autres, et pour essayer évidemment de converger dans une seule et même direction, c'est-à-dire créer les conditions d'un développement durable de la RDC. Et donc nous l'avons fait en marge de l'African Professionals Business Trip, qui est une structure basée à Bruxelles, qui représente en fait plusieurs ressortissants africains, plusieurs nationalités d'hommes et de femmes qui ont une activité professionnelle en Belgique, mais qui ont décidé de parcourir le continent pour examiner les opportunités d'affaires et d'investissement, et Kinshasa est la première étape. Et cette fois, le choix a été porté sur quel lieu et pourquoi? Alors la RDC, parce qu'évidemment, on ne va pas revenir sur ce qui caractérise la RDC, le potentiel à la fois géologique, le capital humain, la position centrale et puis surtout ce formidable réservoir biodiversité que constitue la RDC, pays solution, faut-il le rappeler, mais c'est parce qu'en fait vous aviez dans cette délégation Maliens, Camerounais, Antillais, plus évidemment des Congolais, qui ont souhaité venir ici à la rencontre de leur équivalent pour essayer de voir s'il est possible de créer des identités de vue autour de certains projets structurants qui vont dans le sens du développement du pays. On voit bien que vous choisissez souvent des endroits assez particuliers. D'où vous est venue cette inspiration? Non, je pense que quand on est dans un endroit agréable et sympathique, ça détend l'atmosphère. Et puis surtout, vous avez des personnes qui sont généralement très formalisées dans leur rapport aux autres. Lorsque vous tombez la veste, comme on dit, vous êtes beaucoup plus accessible et donc plus détendu forcément. Ça permet de faire passer certains messages. Et au mois d'avril, c'était en marge de la Semaine de la Science. Oui, tout à fait. 10e édition de la Semaine de la Science et des technologies. Le thème, c'était évidemment la jeunesse, comme toujours, mais avec évidemment un focus sur les victoires du passé et les espoirs du futur, une manière de remettre à l'agenda de la RDC l'apprentissage et la connaissance des sciences et surtout l'importance de pouvoir, j'allais dire, renforcer les capacités de notre pays dans le secteur éducatif pour le positionner en ordre utile parmi les pays qui sont en pointe de l'innovation. Alors Henri, parmi les objectifs que poursuit le JT diplomatique, c'est entre autres de réunir les Congolais d'ici et d'ailleurs pour parler développement. Vous pensez qu'aujourd'hui, il s'avère nécessaire pour les Congolais d'ici et d'ailleurs de pouvoir se réunir pour pouvoir parler développement et réfléchir sur ces questions? Alors, indépendamment du fait que l'on connaisse déjà le diagnostic, il est toujours important de préserver, de maintenir le dialogue, et surtout quand ce sont des compatriotes qui mettent de l'argent de côté, leur argent, sans intervention aucune des pouvoirs publics pour venir en RDC, donc ils prennent du temps sur leur agenda pour venir à la rencontre d'autres personnes qui sont en besoin de partenaires, par exemple. Il y a des projets qui ne trouvent pas de financement faute d'informations. Il est normal, effectivement, que l'on puisse continuer à mettre en contact ces gens-là. Et c'est de cette manière que l'on pourra faire avancer les choses. Vous faites une très très bonne chose en tout cas et je vous encourage pour cela. Merci. Alors il se tient aujourd'hui même, il faut le dire, la présidentielle en Turquie. Selon les sondages, les chances ne sont pas à 100% du côté du président sortant Recep Tayyip Erdogan. Vous êtes un expert en politique étrangère, donc vous maîtrisez un peu le rouage de la politique étrangère. Quels commentaires pouvez-vous émettre justement par rapport à cette présidentielle qui s'annonce houleuse? Alors d'abord, c'est un grand classique de dire que les chances du sortant sont réduites parce qu'effectivement il y a eu une situation économique et sociale relativement difficile, même si
la Turquie, il faut bien le rappeler, fait quand même partie du G20, donc des 20 nations les plus puissantes. Ce que je peux dire simplement, c'est qu'il y a à l'heure actuelle un basculement en termes de perception du rôle de la Turquie sur la scène internationale. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que depuis l'arrivée de Recep Tayyip Erdogan, la Turquie s'est véritablement positionnée comme une puissance moyenne, étant à la fois au four et au moulin, au carrefour de l'Asie et de l'Europe, et en première ligne notamment sur un certain nombre de dossiers. On pense évidemment au dossier ukrainien. Et il faut bien reconnaître que le dernier mandat, enfin le mandat en tout cas actuel de Erdogan, s'il est, j'allais dire, reconduit, devrait l'inciter, à mon avis, à se recentrer un peu plus sur le plan intérieur, où il y a eu effectivement un certain nombre de problèmes qui n'ont pas toujours été résolus. Mais sur la scène internationale, on a vu dernièrement comment est-ce que la Turquie s'est activée pour renouer avec certains pays avec lesquels il était réputé être fâché, et puis surtout se positionner comme cette tête de pont entre l'Orient et l'Occident sur un certain nombre de problèmes. On pense évidemment au blé dans le dossier ukrainien, mais on pense aussi au rôle que joue de plus en plus la Turquie en Afrique en tant que puissance émergente, contrariant par la même occasion l'ambition ou les ambitions de partenaires, disons, traditionnels. On pense évidemment à la France ou à des pays comme les États-Unis. Alors si on en arrivait à son départ, si le président turc parvenait à être battu, parce que d'après les sondages ne lui sont pas du tout favorables, est-ce que quelles conséquences ça aura sur la scène internationale si on arrivait... Je pense que la Turquie est suffisamment outillée et mature que pour, j'allais dire, être dans une forme de continuité en termes d'influence sur la scène intérieure. Il y aura peut-être des ajustements à l'interne, puisqu'effectivement, je l'ai évoqué, il y a eu des problèmes non négligeables, et puis surtout, parfois, quelques manquements en matière de respect des droits fondamentaux. Mais cela, évidemment, n'enlève en rien le fait que c'est un pays extrêmement développé. Vous savez que le président Erdogan, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, était beaucoup plus perçu comme quelqu'un qui était davantage réceptif aux thèses islamistes. Il s'est progressivement ouvert sur le monde, et je pense que son successeur aura à cœur de préserver le rôle et la place de la Turquie dans le concert des nations. Très bien dit, tout est bien clair. Alors on va aborder notre thématique du jour. Bujumbura, Gaborone, Windhoek, Oyo, Kinshasa, sur le front diplomatique, pour quelle finalité? Le président de la République a été récemment en Namibie, précisément à Windhoek, où il a pris part justement à un sommet de la SADC. Il en ressort que dans les tout prochains jours, la SADC va devoir déployer ses troupes en République démocratique du Congo. Est-ce que cette fois-ci, il faudrait espérer avoir des résultats escomptés après l'échec, évidemment, des troupes de l'EAC? Alors, il faut d'abord rappeler que la RDC est un acteur majeur de la vie internationale par son rôle, par sa position géopolitique et stratégique. Il est donc normal que le chef de l'État puisse circuler à l'international pour à la fois préserver, raffermir, maintenir les liens qui unissent notre pays à d'autres partenaires au niveau bilatéral ou multilatéral. S'agissant de la SADC, vous savez, en 1998, je m'en souviens très bien, puisque à l'époque j'étais directeur de cabinet adjoint au ministère des Affaires étrangères, nous avions déjà fait appel à la SADC à travers le comité défense et sécurité, qui avait permis au lendemain de la guerre du 2 août de repousser notamment les assaillants, parmi eux évidemment des troupes rwandaises, aux alentours de Ndjili et Maluku. Donc c'est un précédent que nous avons déjà connu de par le passé. Et à l'époque, les troupes angolaises, namibiennes et zimbabwéennes étaient venues à notre secours. Alors, il est bien trop tôt pour se prononcer sur la manière dont les choses vont s'articuler, mais comme il y a déjà un passif, il y a fort à parier qu'on va pouvoir enchaîner, j'allais dire, les différents mécanismes avec un peu plus de facilité. Vous évoquiez à demi-mot la force régionale est-africaine. Elle n'est pas encore partie, donc n'allons pas trop vite en besogne, et quand bien même elle partirait, son retrait se ferait sur plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Je rappelle qu'il y a un accord de siège qui lie cette force régionale au gouvernement de la RDC. Au lendemain de la démission de son chef, le Kenya a nommé un successeur. On peut déplorer le fait que Nairobi n'ait pas consulté les autorités congolaises, ce qui aurait dû être le cas.
Mais enfin, le chef de l'État l'a même soulevé. Tout à fait. Nous avons l'échéance du mois de juin. Une évaluation sera bien évidemment nécessaire. Mais dans tous les cas, en diplomatie, il ne faut pas humilier l'adversaire. Donc, nous sommes membres de l'EAC, donc nous n'allons pas prendre le risque d'ouvrir un front supplémentaire, quand bien même, effectivement, nous avons, ou en tout cas nous restons sur notre faim par rapport au rôle et à l'efficacité de cette force régionale. Est-ce que vous êtes d'avis qu'il faudra cette fois-ci que ces troupes de la SADC s'attaquent au M23 ? Mais en 1998, c'est ce qu'elles ont fait. Le mandat devra être résolument offensif, comme en 1998, parce que nous étions les témoins. Et là, il n'y a pas d'ambiguïté, en fait. Vous savez, on parle souvent, enfin, à l'époque où la Russie a lancé l'opération spéciale vers l'Ukraine, on parlait volontiers de l'OTAN en évoquant l'article 5 du traité de Washington, qui est en fait la charte fondatrice de l'OTAN. Et cette charte dit ceci, c'est que lorsqu'un pays, pays membre de l'Alliance est attaqué, ce sont les autres membres collectivement qui le sont, de facto. Et donc, ils apportent une réponse appropriée à cette menace. Il y a un dispositif plus ou moins similaire, mais pas tout à fait, au sein de la SADC, qui autorise effectivement ce déploiement de troupes, comme nous l'avons vécu en 1998. Nous n'aurons pas d'attentisme, à l'instar de ce qui s'est passé avec la force régionale est-africaine, parce que nous avons effectivement des troupes qui sont déjà outillées, qui ont une bonne connaissance du terrain, et avec des règles d'engagement qui seront claires. Il faudra juste attendre le mandat, mais je rappelle qu'on n'en est pas encore là, puisqu'il faudra d'abord que la quadripartite se réunisse pour pouvoir prendre les options qui s'imposent. On venait d'assister il n'y a pas longtemps à la levée de notifications sur les armes. Est-ce qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait au niveau interne pour renforcer aussi notre armée, pour ne plus recourir aux forces étrangères? Bien sûr, ce travail de fond est fait, mais nous n'avons pas besoin de communiquer sur ce travail de fond. C'est une affaire beaucoup trop sérieuse que pour communiquer là-dessus. Maintenant, le fait de recourir à la SADC n'a absolument rien d'exceptionnel. Nous sommes membres de la SADC, il y a un comité de défense et de sécurité, il y a des textes qui stipulent notamment qu'en cas de problème d'ordre sécuritaire, eh bien, ce comité de défense et de sécurité peut effectivement décider de l'envoi de troupes pour venir de manière mutuelle contribuer à la restauration de l'autorité de l'État. Alors très rapidement, après Namibie, le chef de l'État s'est rendu à Bujumbura. Cette fois, c'était justement pour statuer sur l'accord cadre d'Addis Abeba. Félix-Antoine Tshisekedi a plaidé pour la revitalisation de cet accord. Comment comprendre cette allocution du président de la République? Alors, il faut d'abord revenir aux fondamentaux, parce que beaucoup de gens parlent de l'accord cadre sans trop savoir ce dont il s'agit. L'accord cadre d'Addis Abeba a été signé le 24 et le 25 février 2013 à Addis Abeba. Exactement. Le constat de départ, c'était au niveau des pays membres de la CIRGL, le constat, la prise de conscience collective de la nécessité de pouvoir pacifier cet espace pour pouvoir éviter qu'il y ait des escalades militaires, mais surtout créer les conditions d'un développement durable. Lorsque cet accord a été signé, les Nations Unies ainsi que plusieurs autres pays occidentaux ont co-signé cet accord en tant que témoins et garants, appelant les signataires à s'abstenir de toute initiative ou action qui puisse compromettre la paix et la stabilité dans la région. Depuis 2013, cela fait donc 10 ans, cet accord a été mis à mal, notamment lorsqu'il y a eu l'activisme du M23 en 2013, avant qu'il ne soit défait et avant que nous n'allions aux fameuses déclarations de Nairobi, qui remontent au 13 décembre de 2013, et avant évidemment que le M23 ne revienne dans la boucle aux alentours du mois d'octobre 2021. Ça veut dire en fait que parmi les signataires, vous avez des pays qui n'ont jamais renoncé à leur tentation comme le Rwanda hégémonique, entre autres choses, et que donc il faut que ces pays puissent comprendre que les conditions d'une paix durable et d'une stabilité dans la sous-région passent d'abord et avant tout par une prise en compte rationnelle de la réalité, c'est-à-dire que vous devez vivre en bonne intelligence. Nous n'allons pas ériger des murs entre pays voisins, nous allons devoir créer les conditions d'une zone de paix où chaque pays aura à cœur de coopérer avec les autres à travers des mécanismes régionaux, communs, collectifs,
qui puisse sécuriser les uns et les autres. Et donc, s'il y a des problèmes intérieurs dans certains pays et que certains d'entre eux veulent venir les régler sur le territoire congolais, il est clair que cela ne se passera pas de cette manière. Lorsque le président demande à revitaliser, c'est parce qu'il faut que l'on fasse une évaluation sérieuse de cet accord cadre. Cela n'a pas été fait durant ces 10 dernières années et je pense que la situation qui prévaut à l'Est est suffisamment critique que pour que l'on puisse effectivement s'engager sur cette voie. On sait très bien que parmi les pays signataires de cet accord cadre d'Addis Abeba en 2013, il y a également le Rwanda. Mais pourquoi le Rwanda refuse de s'imprégner de l'esprit de cet accord? Parce que dans la tête de Paul Kagame, il y a une conception extensive des frontières qui s'apparente à de la zone d'influence. À partir du moment où vous avez des intérêts qui, de votre point de vue, et c'est son cas, semblent menacés ou contrariés, ou lorsque vous mettez en avant des prétextes fallacieux comme par exemple la menace qui pèserait sur une minorité, ou qu'il y aurait encore des éléments résiduels de forces génocidaires, ou qu'il y aurait tel ou tel problème, vous vous enfoncez dans une forme de déni obsessionnel et compulsif de la réalité, alors que nous avons, depuis l'accession notamment de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, multiplié les gestes de bonne volonté pour rassurer Kigali sur le fait que nous devions vivre effectivement en bonne intelligence. Mais ce sont ces agendas cachés, ces tentations hégémoniques qui plombent véritablement les relations. Absolument. Et c'est quelque chose de totalement inacceptable. Mais il faut aussi que, à l'international, il faut que certaines langues se délient pour que l'on puisse effectivement trouver rapidement, par la voie diplomatique, parce que c'est la voie qui me semble la mieux indiquée, qu'on puisse trouver quelque chose qui puisse sécuriser les uns et les autres. Là, vous abordez déjà la dernière question que j'ai prévu de vous poser justement. Est-ce qu'il faut continuer à croire en la diplomatie entendue comme l'instrument de mise en œuvre de la politique extérieure d'un pays? Tant qu'on n'a pas épuisé toutes les voies de recours, oui, la diplomatie restera et s'imposera comme le mode le plus efficace de résolution du conflit. Une guerre n'est jamais aisée. Lorsque l'on décide de l'envoi de troupes, c'est une manière de pouvoir maintenir la pression sur les différents acteurs, mais il y a aussi sur le terrain la nécessité pour le gouvernement de la RDC de restaurer son autorité. Parce que ce que l'on a vécu avec la force régionale est inacceptable. Il y a des lieux, des zones qui sont abandonnées ou libérées par le M23. Vous occupez ces zones-là, mais vous continuez de cohabiter avec c'est inacceptable. Il faut que l'État... Parce qu'on ne peut pas considérer l'armée nationale comme étant belligérante dans cette affaire. L'armée nationale est dans sa mission régalienne de restauration de la paix et de préservation de l'intégrité territoriale de la RDC. Et de ce point de vue-là, personne ne pourra faire grief à la RDC de pouvoir utiliser tous les moyens nécessaires qui sont à sa disposition pour pouvoir reprendre la situation en main. Mais Henri, comment expliquer jusqu'aujourd'hui l'indifférence de la communauté internationale? J'ai fait également allusion au Conseil de sécurité qui a pris connaissance du rapport des experts des Nations Unies. Sans l'examiner sérieusement. Ça n'a pas été examiné. Pourquoi il n'y a aucune sanction jusqu'aujourd'hui? Écoutez, je crois que le Rwanda a habilement joué sur cette affaire en utilisant des arguments pour lesquels nous n'avons pas toujours apporté les bonnes réponses. Nous devons être proactifs et pouvoir démonter toutes les stratégies, tous les stratagèmes de Kigali. Quelles peuvent être ces stratégies? Vous êtes un expert. Écoutez, on sait très bien qu'au sein du Conseil de sécurité, qui est composé de 15 membres, dont 5 permanents, il y a des pays qui restent réceptifs aux thèses de Kigali. Ces pays-là, il faut leur expliquer que Kigali exagère, que Kigali, parfois, utilise des subterfuges et que la réalité sur le terrain est totalement différente. Comment les amener à changer d'avis, à avoir une autre perception du Rwanda? Il faut que notre diplomatie ne se contente pas des sommets régionaux ou sous-régionaux, que nous puissions être proactifs dans notre manière d'aborder nos différents interlocuteurs. Vous savez que la présidence du Conseil de sécurité est tournante. C'est par exemple d'anticiper sur chacune des présidences en allant dans le pays qui assumera la présidence pour plaider justement la nécessité de pouvoir inscrire à l'ordre du jour du Conseil de sécurité l'examen de ces rapports. Alors, cet examen ne va pas mettre un terme à la guerre, on est bien d'accord, mais le mérite de l'examen de ces rapports sera d'abord de
reconnaître officiellement l'existence d'un problème et la nécessité, comme le prévoit la Charte des Nations Unies, de sanctionner l'État récalcitrant. Alors, le président de la République a terminé sa tournée diplomatique par Oyo, au Congo-Brazzaville. Oui. De quoi était-il question ? Nous avons deux pays qui sont liés par l'histoire et donc la coopération bilatérale entre les deux Congos. On sait très bien que cette visite intervient dans un contexte particulier. Oui, certes, mais vous savez, il ne faut pas qu'il y ait nécessairement un contexte particulier pour que ces relations puissent s'exprimer ou s'entretenir. Nous sommes là dans un cas tout à fait classique d'entretien normal, de rapport entre pays qui partagent parfois la même histoire, mais surtout peuvent partager des préoccupations qui peuvent être communes. Aux deux chefs d'État, donc, il appartient de pouvoir trouver les voies et moyens et des pistes de solutions pour pouvoir les régler. Avez-vous l'impression qu'on a eu à capitaliser toutes les visites qu'on a eues ici au Congo, notamment le pape François qui a été ici, je crois au mois de janvier, si je ne m'abuse. On a également reçu le président français, il y a également plusieurs autres présidents des pays européens qui ont foulé le sol congolais. Est-ce qu'on a vraiment capitalisé toutes ces visites? Vous savez, les résultats ne se vont pas sentir dans l'immédiat. Cela peut prendre 3 mois, 4 mois, un trimestre. C'est dans la durée que l'on peut effectivement avoir, j'allais dire, la bonne perception de l'évolution de la situation. Oui. Il faut donner du temps au temps. Je comprends qu'il y ait des impatiences, mais vous savez, le temps de la diplomatie n'est pas celui de l'opinion publique. Donc il y aura toujours forcément un décalage. Mais je pense qu'il faut résolument faire confiance aux autorités et au leadership du chef de l'État. Et rester optimiste. Bien sûr. C'est par ici que prend fin cette émission. Je rappelle que j'ai reçu sur ce plateau Henri Désiré Nzouzi, producteur associé du JT diplomatique et expert en politique étrangère. Avec lui, nous avons justement parlé du ballet diplomatique du chef de l'État à travers l'Afrique. Henri, merci d'avoir répondu. Merci de m'avoir reçu. Merci. Merci également à vous de nous avoir suivis partout dans le monde. Restez fidèles au programme de Télé 50, Madame, Messieurs.